Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des épreuves juniors et de l'épreuve espoir masculine sur ces championnats du monde. Clôture ces vidéos championnats du monde ce mardi. On est mardi? Mercredi. J'ai du mal avec les dates en ce moment. Avec les deux courses juniors et puis la course espoir, voilà, petit débrief de ces épreuves que j'ai regardées avec un petit peu de retard, mais que j'ai regardé. On va commencer avec l'épreuve où ça va être le plus facile de résumer, et puis on ira ensuite sur celle où c'est peut-être un peu plus compliqué, où il y a eu un peu plus de stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez regardé ces courses, dites-moi qui vous a votre coup de cœur, peut-être sur ces épreuves-là, qui vous a surpris, enfin voilà, quel coureur vous avez retenu sur ces épreuves-là, et puis n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je rappelle également, alors Spotify 2.0, il va y avoir des petits changements. Le prochain numéro, je ne sais pas s'il aura lieu vendredi ou samedi, ou si ça sera pas la semaine prochaine, mais à partir de la semaine prochaine, ça sera plus régulier. Le problème, c'est que voilà, j'avais pas d'avance sur Spotify 2.0. Et puis du côté du cyclisme, il y aura le Tour de Croatie cette semaine dont on fera un débrief. Et à partir de ce soir, débrief sur TikTok tous les soirs de l'étape du Tour de la Cro Race. Voilà, sur TikTok. L'Amérique Production, tout attaché, le lien dans la description. On commence tout de suite par l'épreuve junior femme, qui est l'épreuve la plus facile à résumer. J'ai quand même un coup de gueule à passer après cette épreuve, mais on va déjà parler des concurrentes. Bon, Zoe Bäckstedt au-dessus, hein, là il n'y a pas. C'est celle qui elle a fait un numéro similaire presque à Remco Evenepoel. Zoe Bäckstedt, elle l'avait déjà fait l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est pas une surprise. L'année dernière, sur le parcours des championnats du monde, c'était déjà ça. Elle avait déjà fait mal à tout le monde sur ce parcours. Donc sur un parcours, on a vu des têtes d'affiche, on va dire similaires. Zoe Bäckstedt, ça a marché. Et puis elle est au-dessus aujourd'hui chez les juniors, hein, c'est une pépite très clairement. Donc elle s'impose devant Églantine Rayet, qui a très bien géré, je trouve, le dernier tour. La France a fait une course d'équipe. C'est peut-être la seule nation, même chez les juniors, qui a tenté de faire une course d'équipe, parce que sinon c'était très débridé, un peu le bordel. On a vu notamment une attaque dans l'avant-dernier tour, je crois me rappeler, de Titia, Rio, Julie Bégaud, voilà, qui a aussi roulé pas mal du côté de l'équipe de France. Et puis à la fin, on en place quand même deux dans le top 10, avec Alizé Rigaud 10e et Églantine Rayet 2e. Pardon, qui a très bien géré le dernier tour encore une fois, parce qu'elle a été attaquée notamment par Nienke Vinke, la néerlandaise, et elle a très bien réussi à se détacher de la néerlandaise dans le final pour emporter le sprint de la deuxième place, et puis surtout pour garder de l'avance sur le peloton derrière. Quatrième place pour Francesca Pellegrini, qui est sortie vraiment dans le final. Mao Kakita pour le Japon, qui finit cinquième, ça c'est une belle surprise. Kopecky, septième, elle a tenté de suivre Zoe Bäckstedt, mais elle s'est retrouvée en chasse-patate, tout simplement. Elle a passé quasiment un tour seule devant le peloton, avec 10 secondes, 15 secondes d'avance. C'était peut-être pas très judicieux à ce moment-là. Il aurait peut-être mieux fallu se faire rattraper par le peloton pour Kopecky. Ça lui a peut-être manqué dans le final. 8e, Schiabocco, les Italiennes, carrément placées dans le top 10, Vanciane, et puis Alizé Rigaud, 10e pour la française. Donc c'est plutôt des résultats intéressants, une moyenne à 37,653 sur 67 km de course, et vous allez voir tout de suite mon coup de gueule. Comment voulez-vous que les élites filles fassent le même kilométrage que les garçons quand chez les juniors, c'est la moitié? Les juniors hommes ont une course de 135 km 600. Les juniors filles ont une course de 67 km 200. 4 tours pour les filles. Alors, c'était déjà un truc qui m'avait énervé l'année dernière du côté de la Belgique, mais la course faisait au moins plus de 75 km. Là, 67 km 200, je vais pas vous mentir que le côté endurance du cyclisme, il n'y en a pas, là, sur 67 km 500. 200. C'est
c'est du n'importe quoi. Enfin, voilà. Comment voulez-vous vraiment, déjà, chez les élites, on a le même kilométrage, si chez les juniors, on a des différences extrêmes? Et encore une fois, cette question de kilométrage, certains vont dire, je suis un peu borné là-dessus, mais pour moi, cette question de kilométrage, elle est prépondérante, parce que déjà, le cyclisme est un sport d'endurance. Alors avant, c'était un sport d'ultra-endurance. Dans les années 1900, c'était un sport d'ultra-endurance, on faisait 300, 400 km par jour. C'est devenu un sport d'endurance après, mais ça reste un sport d'endurance. Là, 1h47,05, c'est moins qu'un marathon. C'est moins qu'un marathon de course à pied. Autre problème que j'ai, donc là on perd totalement la notion d'endurance, mais c'est surtout que c'est le seul sport aujourd'hui, je crois, ou l'un des derniers au monde, où entre les filles et les garçons, les filles font 50% de travail en moins que les garçons, on va dire ça comme ça. Pourquoi il y a 50 km d'écart, enfin 50% de distance en écart? Au foot féminin, on joue le même temps qu'au foot masculin. Dans quelle autre discipline? En athlétisme, à part quelques épreuves, mais même, c'est 100 mètres haies, 110 mètres haies. Voilà, il y a 10 mètres d'écart. On n'est pas sur 50%. Les filles font pas 50 mètres haies et les garçons 100 mètres. C'est quand même, là, on est sur du 50%, plus de 50% de différence. Ben, c'est énorme, 50%. Et je vois aujourd'hui aucune discipline où il y a un tel écart entre les épreuves masculines et les épreuves féminines. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question de kilométrage, on ne réglera pas les autres problèmes. C'est-à-dire que les filles seront toujours sous-considérées par rapport aux garçons, parce que la distance fait partie des critères pour une certaine partie de la population aussi, pour dire « Oh bah, 67 bornes, moi je suis capable de les faire les doigts dans le nez, hein !» Voilà, donc ce type de réflexion-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus l'enlever. 67 km, ça fait pas peur. 135, quand tu dépasses la barre des 100 bornes, ça fait peur dans la tête des gens. 67 bornes, ça fait pas peur. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait 50, 60 km de vélo dans leur vie. Et puis, ça nous donnera aussi des courses qui sont des courses totalement débridées, parce que de toute manière, à quoi ça sert de mettre en place une tactique? Il n'y a pas besoin de se protéger. Sur 67 km, ça dure 2 heures. Donc voilà, la gestion de l'effort. C'est-à-dire que ces filles-là aussi, la gestion de l'alimentation, ça ne prépare pas à gérer des courses plus longues. 67 km, ça ne prépare pas donc à gérer l'alimentation, à gérer les efforts, à se cacher dans un peloton. Non, il n'y a pas forcément énormément d'intérêt sur 67 km à faire ça. Et puis le dernier aspect, pourquoi on donnerait le même salaire aux filles quand elles font 50% de kilomètres de moins que les garçons? Moi, je vous le dis, je suis absolument pas d'accord aujourd'hui pour que les filles soient payées de la même manière que les garçons. Pour que les filles soient payées de la même manière que les garçons, il faut qu'il y ait le même kilométrage. Tant qu'il n'y aura pas le même kilométrage ou un kilométrage similaire, on ne pourra pas donner le même salaire et les mêmes primes de course. Je suis désolé, pourquoi les filles auraient des primes de course similaires aux garçons alors que les garçons se cassent le cul à faire 135 km? Bah non. La course des garçons dure pas 1h47, elle dure 3h11. Je parlais quasiment du double en termes de temps. Donc pourquoi on donnerait la même prime à Emile Herzog qu'à Zoé Bachsted, alors qu'elle fait 50% de travail en moins? Si on veut l'égalité dans les salaires, il faut aussi qu'il y ait l'égalité dans le travail et dans la quantité de travail. Tant qu'on n'aura pas ça dans le cyclisme féminin, je suis désolé, ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi, il n'y a pas, je ne comprends pas pourquoi elles auraient les mêmes salaires. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit leur donner des salaires de 300 € non plus. Il faut des salaires minimum pour vivre. Mais pour moi, qu'elles aient des salaires qui soient les mêmes que les garçons, non, parce qu'il y a une différence de 50%. Voilà, tout simplement. Et tant qu'il y aura ça chez les juniors, on ne pourra pas avoir des courses plus longues chez les élites. Donc il faut déjà régler ce problème-là chez les juniors. Il faut déjà que les courses juniors, ça soit 120 km, ça soit 130 km chez les filles.
Tant qu'on n'aura pas ce niveau-là chez les juniors filles, on ne pourra pas mettre les courses féminines plus longues. Ça commence dès les juniors. Et il faut changer déjà ce paramètre-là. Donc ça m'énerve énormément. Je crois qu'on a assez parlé de la course junior dames. On passe à la course junior masculine. Avec un numéro de Morgado quand même. Alors qui finit deuxième derrière Herzog. Herzog, on m'a dit c'est un futur crack chez les juniors. Vous savez que moi je ne connais pas très bien la catégorie junior, la catégorie espoir, parce que vu le nombre de courses que je regarde du côté des élites, je regarde également la F1, la moto, et qu'il y a de plus en plus de courses dans ces deux catégories. Je regarde également d'autres sports. Voilà, j'ai pas le temps aujourd'hui de regarder les catégories junior et espoir. Mais on m'a dit Emile Herzog, c'est un futur crack. Mais là, sur la course junior, celui qui m'a fait la meilleure impression, c'est Morgado. Il a été impressionnant, Morgado. Il t'a foutu des attaques tout le temps, le Portugais. Moi, vraiment, j'étais scotché par Morgado, qui rejoint également l'équipe Hagens, Bermean, Axean l'année prochaine, donc l'équipe d'Axel Merckx. Mais alors déjà, gros moteur, comme on dit, bonne endurance. Non, il a remporté le Giro della Lumigiana cette année au mois de septembre. Vainqueur également de la Volta Junior à la Ribeira del Duero. Vainqueur des championnats du Portugal contre la montre et route. 9e des championnats d'Europe sur le contre-la-montre et 40e de la course sur route. 4e du Tour du Pays de Vaud. 2e du trophée Centre Morbihan. 2e également de la course de la paix junior. Et 2e de la Gipuzkoa Classica, que je dois très mal prononcer, qui est une course basque. Des très très bons résultats pour ce coureur. Et moi, il m'a vraiment marqué. Voilà, je vous le dis, c'est un coureur qui m'a vraiment, enfin voilà, c'est un coureur que j'ai trouvé vraiment très très impressionnant. Il m'a plus marqué vraiment que Herzog. Alors Herzog fait un bon sprint, mais lui, il en a quand même foutu des attaques tout le temps. Il a vraiment donner le maximum. Alors, la différence entre les deux, c'est que Morgado a 18 et qu'Emile Herzog va bientôt les avoir, hein, parce qu'il est de fin d'année à Emile Herzog. Il rejoint également Hagens, l'équipe d'Axel Merckx aussi, hein, Emile Herzog. Mais moi, très clairement, Morgado, il m'a impressionné. Je trouve que c'est un coureur qui peut déjà faire des choses chez les espoirs, alors qu'Herzog, pour l'instant, j'attends de voir. Morgado, pour moi, il peut déjà être très performant chez les espoirs. Et puis, on voit que c'est un coureur qui est très performant aussi sur les courses par étapes. Non, impressionnant, Morgado, je trouve, sur cette course. Alors, Herzog, il a été champion d'Europe, 3e des championnats d'Europe du contre-la-montre, 3e des championnats du monde également du contre-la-montre. Donc, ça a l'air d'être un coureur complet, vainqueur de la course de la paix junior. Mais sur la classique, là, je trouve j'ai été plus impressionné par Morgado que par Herzog. Herzog, qui s'est fait quand même un beau petit palmarès chez les juniors, vainqueur de l'Imbugé Valm-Romey Tour, 3e des championnats d'Allemagne du contre-la-montre, vainqueur du Grand Prix Rebliland, je vais y arriver. Et par contre, 3e du Tour du Pays de Vaud et premier de la course de la paix junior en début du mois de mai, qui est toujours une course importante chez les juniors. Mais vraiment, j'ai été plus... il fait une belle course également, Emile Herzog, mais de l'autre côté, notre ami Morgado, costaud. Il m'a vraiment marqué, Morgado. Vraiment, j'ai été impressionné par ses qualités, que j'ai trouvé vraiment assez exceptionnel, vraiment impressionnant, je trouve, dans sa manière de courir, vraiment à remettre des mines. Il a tenu 50-60 bornes à foutre des mines. Pendant la moitié de la course, il a fait ça, impressionnant. 3e, Van Mechelen, le Belge, 2 Français dans le top 10, Paul Magnier 4e, et Thibaut Gruel, qu'on a vu plusieurs fois l'attaque, Thibaut Gruel, mais qui n'a pas réussi à sortir.
à avoir suffisamment d'écart, 7e. Paul Magnier, plutôt pas mauvais au sprint. Alors je sais plus lequel des deux, j'ai cru entendre qu'il y a un problème, qu'il va rouler à l'étranger l'année prochaine parce qu'on lui laisse pas on lui permet pas de faire du cyclocross en France. Enfin, je crois avoir entendu ça, mais peut-être que je me suis trompé. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la marquer dans les commentaires. Huizing, le néerlandais, 6e. Raguilo, l'estonien, 8e. Franck Aaron Raguilo, avec une grosse échappée également de remède Pajur, qui était dans l'échappée matinale et qui finit Pajur 15e. Walker 9e, Novak 10e, le Tchèque. Les Tchèques qu'on a vu quand même, que ça soit junior fille, junior garçon, espoir aussi, on a pas mal vu les Tchèques. Il y a peut-être une génération qui est en train de se former. C'est vrai que Zenek Štibar et d'autres Tchèques commencent, on arrête leur carrière. C'est vrai qu'on a eu une très grosse période fin des années 2000, début des années 2010, avec pas mal de Tchèques dans le peloton. Qui vraiment, il n'y avait pas que Štibar. Il y avait aussi le coureur de la Kreuziger également, Koenig aussi. Et puis, on en voit quand même beaucoup moins maintenant dans le peloton, et surtout dans le peloton World Tour. Donc ça serait intéressant de retrouver des pépites tchèques. Et puis, parmi les surprises, pas d'Espagnols ni d'Italiens dans le top 10. Le premier Italien, c'est Scalco, qui finit 14e à 2,22, donc à 1 minute, quasiment 1 minute 30 du podium. Donc c'est beaucoup pour Scalco. Et les Italiens qui ont été, autant chez les espoirs on les a beaucoup vus, autant même chez les juniors pendant la course, ils ont été, je trouve, assez discrets. Et puis les Espagnols qui n'ont pas été vraiment très performants. Le premier Espagnol, c'est Pau Martí, 36e seulement. Bon, toujours le problème du cyclisme espagnol qui a certes quelques jeunes, mais qui ne passent pas par les structures en Espagne. Donc je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, cette détection et de structures espagnoles, parce que quand tu vois, on parlait de deux coureurs quand même espagnols, Rodriguez et du deuxième de la dernière Vuelta, le coureur du AE, bien entendu, j'ai oublié son nom parce que je suis pas réveillé. C'est grave là. Juan Ayuso, voilà, j'ai oublié son nom. Juan Ayuso aussi, qui ne sont pas passés forcément par les structures espagnoles. Tu te dis, il y a quand même un problème de ce côté-là, parce que normalement, vous devez passer par les structures nationales. Si vous passez par des structures étrangères, c'est qu'il y a un problème. Et nous, en France, on a eu quelques coureurs qui sont passés dans des structures étrangères. Et c'était la période où, en France, on avait des structures qui ne marchaient vraiment pas bien. Du côté des autres Français, Noah Isidore, 24e. Léandre Lozoué, 26e. Mathis Grisel, 27e. Et j'ai fait le tour de tous les Français, vu qu'aucun n'a abandonné. Déception aussi parmi les Australiens. Hamish Mackenzie, qui avait fait un bon contre-la-montre, finit seulement 37e. Là aussi, du côté des Australiens, on a Oscar Chamberlain, 19e. Mais c'est pas exceptionnel à domicile de la part des Australiens. Je termine avec la course espoir. Course espoir remportée par Fedorov, le Kazakh, devant Vachek. Alors Fedorov qui est tombé à 67 bornes de l'arrivée, qui est remonté sur son vélo. Il est tombé assez violemment à ce moment-là. Il remonte, il arrive à gagner la course, qui a été très débridée. Cette course espoir, on s'attendait à ce que des formations contrôlent la course, notamment l'équipe de France. Et en fait, ça a été très très débridé. Et la France a toujours été à contre-temps. Je pense que le problème même de l'équipe de France, c'est que l'échappée a duré plus longtemps que ce qui était prévu, et ça nous a un peu annihilé. Je pense aussi qu'il y avait des coureurs qui n'étaient pas en très grande condition physique. Je pense notamment à Romain Grégoire. Je pense aussi qu'il y a eu un énorme problème de placement du côté de l'équipe de France pendant toute la course, parce que Romain Grégoire était toujours très mal placé dans le peloton. Pareil pour Bastien Trochon, qui n'était pas hyper bien placé dans ce peloton. Alors il y a eu une très belle échappée de Mathis Lebert, qui lâche vraiment dans la fin, mais il a fait énormément d'efforts, Mathis Lebert, comme Van den Bosch, le Belge, qu'on fait vraiment une échappée assez impressionnante.
Les Italiens qui ne sont pas dans le top 10, mais qui ont énormément tenté d'attaquer, notamment avec Lorenzo Milesi, qui a mis beaucoup de mines, sauf qu'il n'a jamais réussi à sortir. Bastien Tronchon qui a mis une mine, mais qui s'est réveillé un peu tard. Et Romain Grégoire. Ce qui fait qu'on attendait quand même... En fait, il y a beaucoup de têtes d'affiche qui sont passées à côté. Sur cette course, parce que Olaf Koy n'est pas sur le podium, alors 14 victoires chez les professionnels déjà, Olaf Koy. Fetter finit 12e, le Hongrois. Léo Hetter, par exemple, finit très loin. Logan Curry est très loin aussi. Enfin voilà, toutes les têtes d'affiche, quasiment, se sont ratées sur cette course. Et ce qui fait qu'on a un podium qui est assez surprenant avec Fedorov, Vacek, le Tchèque. La seule peut-être moins grosse surprise, c'est le Norvégien Varenskold qu'on avait vu sur le chrono, hein, qui a été champion espoir du chrono. Mais sinon, c'est quand même un podium assez surprenant. Mais il y a quand même un problème pour moi sur ce podium, c'est Fedorov. Parce que Fedorov, il a, je crois, 22 jours de moins que Remco Evenepoel. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Je vais regarder, hop, l'âge précisément de Remco Evenepoel. Mais il y a un vrai problème aujourd'hui dans la catégorie espoir. Est-ce que aller jusqu'à 22 ans a encore un intérêt quand on voit qu'on arrive dans le cyclisme de plus en plus jeune? Voilà, on arrive professionnel maintenant extrêmement jeune. Quand on voit quand même que quelques-uns sont déjà en World Tour, est-ce que il y a un intérêt aujourd'hui à être dans ces disciplines-là? Voilà, Remco Evenepoel, il est plus jeune que Fedorov. C'est-à-dire que le champion du monde espoir est plus vieux que le champion du monde élite. Ça pose, je trouve, un petit problème. Est-ce que moi je pense qu'il faudrait remanier les catégories juniors et espoirs. Je pense que les juniors devraient s'arrêter à 17 ans et les espoirs ça devrait être U22, donc s'arrêter à 21 ans. Parce que en junior, on s'aperçoit que les 95% des juniors qui performent ont 18 ans et pas 17. Donc c'est un peu un problème aussi. Et que à 17 ans, tu es rarement dans une équipe professionnelle, alors que certains à 18 ans sont déjà dans des équipes continentales, voire pro series. Donc je pense qu'en junior, il faudrait rabaisser d'1 an. Et en espoir, je pense qu'il faudrait rabaisser d'1 an également et s'arrêter à faire U22, donc c'est-à-dire 18 ans, 19 ans peut-être, ou 19 ans, 20 ans, 21 ans, mais trouver voilà, une nouvelle solution pour les catégories junior et espoir chez les garçons. Alors peut-être que chez les filles, il faudrait garder la typologie actuelle. Mais je trouve que voilà, la course espoir garçon, quand vous avez un champion du monde espoir qui est plus vieux que le champion du monde élite, ça me pose un petit problème. Cette catégorie-là, elle avait un intérêt, oui, dans les années 2000, parce qu'à l'époque, des mecs qui commençaient très jeunes, ils étaient rares. Il y avait Gilbert, il y avait Valverde au début des années 2000 qui ont commencé très jeunes. Ensuite, bon, il y a eu Peter Sagan, mais depuis Peter Sagan, on a eu quand même plusieurs pépites qui ont démarré avant 22-21 ans chez les professionnels. Et ce qui fait que cette catégorie espoir, bah, souvent, ce sont les dernières années qui s'imposent. Et c'est presque plus intéressant de savoir ce qu'ont fait les coureurs qui avaient 19 ans que les coureurs qui avaient 22 ou 21. Ce qui voilà, pose vraiment, je trouve, un problème. Donc on devrait peut-être changer la chose au niveau de la manière de faire. Pour vous dire, voilà, notre ami Fedorov, il a fait le Tour d'Espagne cette année. Vu qu'il est en World Tour. Ou il faudrait peut-être interdire aux coureurs World Tour de faire cette catégorie. C'est-à-dire, dès que vous êtes en World Tour, vous ne pouvez plus être en catégorie espoir. Mais je pense qu'il va falloir réfléchir vraiment à trouver une solution, parce que là, je trouve que c'est un petit peu ridicule. Et donc, la France est passée à côté dans cette épreuve espoir, parce que vu l'équipe que l'on avait avec Penouet, Tronchon, Grégoire, Mathis Lebert, il y avait également Evan Kostiou. Je trouve qu'on aurait dû faire beaucoup mieux. Et ça n'a pas été non plus la semaine en passant des coureurs qui sont passés à côté. Ça n'a pas été vraiment la semaine de Van Dijk aussi, parce que... alors, est-ce qu'il était sur la course sur route ?
Peut-être pas. Dans ce cas-là, je dis une bêtise. Netherlands. Mais non, Tim Van Dijk finit 40e et Mick Van Dijk n'a même pas pris le départ. Il était tombé. Mick Van Dijk. Mais ouais, ça n'a pas été la semaine non plus des frères Van Dijk. Et les Néerlandais n'ont pas vraiment tenu la course. Alors qu'on s'attendait à ce qu'ils roulent un petit peu les Néerlandais. Mais à 5, enfin 4 même au départ, ils n'ont pas contrôlé la course. Ça n'a pas été la semaine des Néerlandais même, hein, à part chez les filles. Chez les garçons, ça a été compliqué pour les Pays-Bas sur ces championnats du monde. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ces championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour le Tour de Croatie, pour les courses italiennes également, pour la fin de saison. Il y aura pas mal de choses à voir sur cette fin de saison. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.